Bana basili na koteka mai na banguna molati mokuya ata maloba te Congo na banafrika maleli Afrika mobimfae tokangi maboko tozali kotala basili na kokenda na Afrika maleli Medi bebaka Medi nzela na yo ya bato nyonso Medi nzela na yo ya Lumumba Medi nzela na yo ya Che Guevara Medi nzela na yo ya Malcolm X Medi nzela na yo ya Umniope Medi nzela na yo ya Felix Mumie Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi Medinzela na yo ya Tsoroki Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos Medinzela na yo ya Oji ya Enda Medinzela na yo ya Camilo Torres Medinzela na yo ya Abdel Kader Medinzela na yo ya Koulibaly Medinzela na yo ya André Machua Medinzela na yo ya Simon Kimbangu Medinzela na yo ya Albert Lutuli Medinzela na yo ya Boganda Oh, ya tiers-monde Oh, ya libération Ya pas peuple Un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour Mon petit, tout homme doit mourir un jour Mais toutes les morts n'ont pas la même signification Salut tout le monde, merci d'être là pour Apéro Conversation, le live du samedi. On va faire très court aujourd'hui parce que je sais que tout le monde se prépare pour le dimanche de Pâques. Donc apéro obligatoire, j'espère que vous avez quelque chose chez vous, sauf les gens qui sont en train de faire un jeûne, un triduum pascal par rapport à la fête de demain. On va faire une courte conversation aujourd'hui parce que j'avais quelques sujets que je voulais partager avec vous comme toujours. C'est le principe de cette rencontre
disons, multi-hebdomadaire parce que pendant la semaine, j'envoie certains lives, certaines vidéos, je veux dire, pour parler de certains sujets. Et puis, il se fait que le samedi, on a rendez-vous ici un peu pour faire du live. On va essayer d'organiser ça pour que ça soit... Je vais diminuer un peu. On va essayer d'organiser ça pour que ça soit plus... enfin, un rendez-vous plus précis, genre 20 heures tous les samedis. 20 heures d'ici de Montréal. Mais ça va être difficile avec les gens qui sont dans d'autres fuseaux horaires. Mais disons que c'est pas grave. On va échanger aujourd'hui sur quelques sujets que j'ai pris comme ça au pif parce qu'au départ je voulais pas vraiment faire de live aujourd'hui pour respecter le temps Pascal, mais comme on y est, on va échanger sur deux petits sujets et puis on écoute un peu la musique là. Jaloux, Tikanga, Nabi Malibanda, Nazon Bébé. Zila nyonso na keleke motemi baka. Makambo nyonso nasalaka conscience nde etindaka yango. Nasala mambo ya motema nanga. Majeto bakoma komakelanga na matin. Namonakanga bana motambo ya masumu ya mokili Afrika. Tango yo twendi na Mercedes. Nana komi besi ya nobe moko. Motambo Tanga na kata molema, donne-moi l'amour des verts, un peu de tendresse, vita di calme, donne-moi la force ya kolina yo. Eh bébé, depuis na mona yo na ya café. Akuninga yo Alors, le principe de cette rencontre, en tout cas d'apéro conversation pour les personnes qui viennent d'arriver sur le live, c'est qu'on écoute de la musique le samedi pour le live et on essaie de jouer de la musique aussi. On écoute de la musique, des sons qui sont assez intéressants et on parle pendant l'apéritif. Donc, alors, et puis aussi, on n'est pas obligé d'avoir 50 000 personnes sur le live avant de commencer à parler parce que on veut pas que les gens qui se sont donné la peine de se connecter restent trop longtemps. Mais je vais encore laisser la chanson. La chanson là, Adèle, je l'ai pas. Pierre Tchana, Peuple africain. Je vais essayer de chercher. Mais voilà, le principe c'est de se rencontrer. S'il y a 2-3 personnes qui sont là.
et que on peut écouter des petits sujets sur lesquels je réfléchis et que je veux partager avec vous. Pierre Tchana, tu m'as dit peuple africain, hein? C'est bizarre, je trouve même pas ça sur YouTube parce que j'ai pas le... J'ai Africa, mais j'ai pas peuple africain. Mais j'ai une reprise. On va voir ce que ça donne. Ça va, ça passe. Le vin, c'est bien. Mais non, mais non. Il chante mal, lui. Quelqu'un a essayé de chanter la chanson que tu m'as demandé, mais la personne chante très très mal. On va retourner dans la sélection que j'avais faite. Ça c'est... Alors comme je disais, on va parler de quelques sujets. Le premier sujet que je voulais discuter avec vous, c'est parler un peu d'actualité avec le décès hier de l'ancien Premier ministre du Togo, ancien secrétaire général de l'organisation de l'Union africaine OUA qui s'appelle Edem Kodjo. Je voulais discuter un peu de lui parce que j'ai vu que les réactions étaient un peu mitigées par rapport à son décès qui peut-être la situation du confinement fait que les gens ne se sont pas portés volontairement à un élan de solidarité par rapport à la famille ou un élan de regret en tant que tel parce que le personnage en soi était un peu particulier. Je veux me permettre de dire un peu ce que je pense. Je pense tout d'abord que les gens qui ont une stature d'homme d'État, qui ont un parcours assez atypique, qui ont construit ce qu'ils sont à la force du travail, sont souvent solitaires. Pire encore, quand ils se laissent aller à un peu trop d'égocentrisme, à ne penser qu'à eux, ils finissent véritablement solitaires. Edem Kodjo aura été celui-là qui a la force d'initiative, à la force de son intelligence parce que c'était un grand monsieur. On l'appelait pas tonton Édouard par hasard et puis il avait une sorte de prestance, mais il était né à une époque délicate. Il était né à l'époque où régnait un dictateur en vérité sur le Togo qui s'appelle Gnassingbé Eyadema. Et quand il a commencé à travailler avec lui, parce qu'effectivement il a beaucoup travaillé pour Eyadema, travaillé pour le rassemblement du peuple togolais, il a été à l'origine, avec d'autres personnes bien entendu, du fameux livre vert qui décrivait toute la façon dont il fallait organiser l'économie togolaise autour de l'agriculture. Et donc, et puis il y avait d'autres choses qui ont fait que Edem Kodjo n'a pas eu la carrière politique et la carrière internationale qu'il aurait mérité. Mais au-delà de ça, on peut tout lui reprocher, mais il a eu le courage de défier la France en donnant, lorsqu'il était secrétaire général de l'OUA, la reconnaissance de l'Union africaine, de l'unité africaine à l'époque, de l'OUA à l'époque, à la République arabe sahraoui qui demandait son indépendance et sa reconnaissance par ses pairs, les autres États africains. Cela lui a valu de l'exil, de fuir le pays. Il aurait semblé que la France serait plus à l'aise de s'en prendre à lui directement au Togo plutôt qu'à Paris. Mais ça fait qu'il n'a pas eu la carrière internationale qu'il aurait mérité, comme je l'ai dit tantôt. Et il a fait sa carrière de professeur d'université à la Sorbonne en France avant de revenir lorsque les mouvements démocratiques ont vu le jour dans les années 90. Sauf que lorsqu'il a rejoint ses pairs qui demandaient le multipartisme et l'alternance politique dans les années 90, il avait donc cette particularité-là en tant que personne assez
je vais respecter un peu plus sa mémoire en disant une personne particulière tout simplement. Il avait le sentiment que si ce n'est pas pour lui, il ne faut pas que ça soit pour quelqu'un d'autre. Edem Kodjo était ce monsieur-là qui avait une certaine admiration de lui-même. Une telle admiration de lui-même et de sa capacité à tout anticiper, à tout prévoir, à être vigilant, plus intelligent que tout le monde, qu'il se trouvait la personne la plus utile pour toute situation et en l'occurrence pour toute direction. Ce qui a fait que dans les années 94, quand il était question de mettre Agboibo au perchoir à la primature, il a switché et puis il s'est allié avec le peuple togolais, le RPT, pardon, Rassemblement du peuple togolais, et il est devenu à ce moment-là Premier ministre et les gens ont perdu foi en lui. Mais il est quand même ce Premier ministre-là, en tout cas cet homme d'État qui est revenu au lendemain de 2005 pour conduire la primature quand Fagne Gnassingbé a pris le pouvoir, d'abord avec le coup militaire dans la nuit de la mort de son père et ensuite après des élections qui sont encore contestées jusqu'à aujourd'hui. Edem Kodjo a été celui-là qui l'a accompagné pour mettre en place une certaine nouvelle orientation de la gestion publique au Togo. Cela ne lui a pas été reconnu parce qu'il a toujours été très très selfish. Aujourd'hui, il meurt et les gens ne savent pas s'ils doivent s'en foutre ou s'ils doivent regretter un homme d'État. Mais quand on cite les Togolais qui sont assez importants à l'international, Edem Kodjo était de ceux-là. Edem Kodjo, vers la fin de sa vie, avait créé la fondation Pax Africana pour faire la paix en Afrique. Essentiellement, il s'est installé même en RDC pour travailler. Il avait le contact avec les gens et il avait la capacité de mettre de sa personne et de ses compétences pour régler des situations. Peut-être que chez nous au Togo, il était mal aimé à l'extérieur, les gens l'appréciaient pour son volontarisme et l'appréciaient pour sa capacité de médiation, en tout cas sa carrure d'homme d'État. Mais vous le rencontrez une fois, vous en sortez soit dégoûté par la personne imbue d'elle-même ou soit impressionné par l'intelligence et la force de présence de ce monsieur. Moi, je ne veux pas dire autre chose ni en dire beaucoup plus. Ce que je peux dire, c'est que la situation mitigée à l'annonce de son décès doit nous faire réfléchir lorsque nous nous engageons publiquement. Il y a cette maxime africaine qu'une amie à moi a rappelée ce matin sur sa page publique qui dit « Ubuntu, je suis parce que nous sommes ». C'est quand on comprendra qu'on existe parce que le groupe autour de nous nous soutient. On existe parce que les gens sont avec nous et que nous pensons aux gens avant de penser à nous-mêmes que nous allons véritablement avoir du succès et réussir nos entreprises. Je suis parce que nous sommes n'a pas été la maxime qui a conduit la vie de Edem Kodjo. Aujourd'hui, on le regrette parce qu'il aurait pu faire beaucoup plus pour le Togo. Il aurait pu exister véritablement en des termes très très élogieux et uniquement élogieux au Togo. Malheureusement, ce n'a pas été le cas, mais ça n'empêche pas, en tout cas pour ceux qui l'ont approché, de savoir que c'était un monsieur impressionnant, dont le parcours de vie a été très impressionnant, et que pour avoir réussi à être Premier ministre 2 fois en 2 périodes différentes, pour avoir été avec le RPT à penser à la construction d'un État togolais autonome à l'époque où personne n'y pensait, c'était un avant-gardiste. Il a formé des gens qui reconnaissent sa capacité de formateur. Il a conduit des groupes, il a conduit des missions, il a accompli sa vie. Et si il n'est pas devenu président de la République pour différentes raisons ou s'il ne s'est pas fait aimer, aduler comme Obama a pu l'être par exemple dans sa carrière politique ou peut-être même d'autres personnes, il faut quand même admirer la constance du monsieur. La constance et l'énergie du monsieur parce que il est resté fidèle à ses principes. Il a défié la France, il a défié Gnassingbé Eyadema. Il s'est imposé à ses pairs, même si les méthodes n'ont pas été toujours les plus intéressantes. Et il est resté monsieur Édouard, fier avec sa stature
Et il est parti aujourd'hui, il a laissé derrière lui des choses que nous raconterons ou d'autres personnes raconteront une autre fois pour ceux qui l'auront approché pendant sa vie. Je souhaite à ceux qui prennent le pas politique aujourd'hui pour se mettre en avant, pour parler au nom du peuple togolais, d'avoir le souci de l'unité, de la collectivité, d'avoir le souci de penser aux autres plutôt qu'à eux-mêmes. On a des gouvernants qui prennent des initiatives qui sont intéressantes, mais tant que la finalité n'est pas la population générale, ces mesures-là ne servent à rien. On a des gouvernants qui prennent des dispositions, mais qui ne les servent qu'eux-mêmes ou qui ne servent que des échéances électorales ou qui ne servent qu'à colorer les pages de publicité et de propagande. À un moment donné, il faut savoir que ce qui détermine en nous cette capacité à nous mettre en avant, ce qui détermine en l'être humain individuel dans sa collectivité de se lever et de parler au nom d'une population pour dire je vais régler vos problèmes, je vais anticiper vos problèmes, je vais vous permettre de vivre bien. Ça ne sert pas l'individu. C'est pour la collectivité que cette énergie arrive et s'inscrit dans le corps d'un individu. À toujours vouloir regarder son nombril, à vouloir faire les choses pour soi-même, on ne réussit pas. On finit dans l'oubli parce que définitivement, je suis parce que nous sommes. Il faudrait qu'on garde cela en tête dans toutes les entreprises, en tout cas collectives et publiques et politiques que nous prenons. Donc, ça c'est pour Edem Kodo. On va retourner un peu à la musique et puis après je vais revenir sur un autre sujet que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Santé. Así de mula, así a la cola, mire cosa, iname, miri, así dalo, cuando de maya, tu columne, elle ne mange plus, elle ne dort plus, elle a même perdu le souffle pour toi, enfant chérie. Enfin, pas te pleurer, ta maman partout, elle te chatte depuis la veille, elle ne mange plus, elle ne dort plus, elle a même perdu le souffle pour toi, enfant chérie. Elle criait, elle pleurait, elle criait, Bon, on a dit qu'on n'allait pas durer aujourd'hui. On a parlé d'Edem Kodio, on a parlé de la nécessité d'être ensemble, de penser au collectif plutôt qu'à l'individu. Et je veux dire que c'est encore plus vrai aujourd'hui dans cette situation que nous vivons où non seulement on nous dit de rester à la maison, de ne pas sortir, mais que des gouvernants, en tout cas des États qui sont responsables à divers échelons, décident pour la collectivité. La solidarité, c'est quelque chose dont on a besoin. En 2015, j'avais lancé un mouvement au Togo que j'appelais les rencontres solidaires. Et les rencontres solidaires, pourquoi est-ce que j'avais choisi ce terme-là? C'est-à-dire que je pensais, et je le pense encore d'ailleurs, qu'il faut créer des espaces de discussion, des espaces d'échange qui font que les groupes se retrouvent et parlent et décident de façon solidaire de ce qui doit être fait. Et à l'époque, les deux, trois rencontres solidaires qui ont eu lieu
ont permis de créer cette solidarité-là, en tout cas d'en parler, de toucher du doigt la question. Je me suis même permis une fois de dire dans un de mes articles sur Facebook que c'est lorsque nous penserons à l'union, à la paix et à la solidarité que nous aurons un travail décent, que nous allons construire notre patrie et que nous aurons une véritable liberté. Je répète, je me suis permis dans un article sur Facebook de dire que c'est lorsque nous aurons l'union, que nous aurons la paix et que c'est dans la solidarité, c'est pas exactement la même chose que j'ai déjà dit, mais en tout cas, c'est dans la solidarité que nous aurons un travail décent et que nous construirons une patrie et que nous aurons une véritable liberté. Je voulais à l'époque rassembler Union, paix, solidarité, qui était la devise du parti Rassemblement du peuple togolais et donc la devise des Yadema et la devise de l'indépendance qui a été ramenée après la conférence nationale qui est travail, liberté, patrie. Tout ça pour dire que c'est important que des gens se retrouvent et se parlent. Que l'histoire nous ait confinés déjà sur un petit territoire de 56 600 km², malgré les différences culturelles et traditions et la différence des traditions que nous avons, c'est parce que nous avons ce devoir de solidarité pour pouvoir construire ensemble ce petit territoire qui nous appartient à nous tous. Et ce n'est pas dans la division qu'on va le faire. Donc, aujourd'hui, la pandémie exige des peuples et des gens d'être solidaires. Dans un live précédent, je disais que c'est cette solidarité africaine qui va permettre à ce que nous puissions sortir de la misère qui pointe son nez à l'horizon en Afrique. J'avais dit que les gouvernants ne vont pas avoir des mesures adéquates parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Parce que rien n'a été préparé pour qu'on puisse résister à une situation pareille. Sinon, on aurait construit des hôpitaux, on aurait équipé les hôpitaux, on aurait formé des gens et on serait capable, comme les autres pays développés, entre griffes, sont capables de se lever aujourd'hui et de contenir cette propagation de la maladie. La preuve est que le gouvernement togolais a lancé une mesure qui s'appelle le Novici, dont tout le monde parle. Et j'ai même écouté tout à l'heure une vidéo assez drôle sur la question. Et Novici a laissé de côté plein de gens. Novici, Fraternité a laissé de côté ceux qui n'ont pas encore 18 ans, donc qui n'ont pas de carte d'électeur. Ceux qui n'ont pas de carte d'électeur parce qu'ils ne sont pas allés s'inscrire sur les listes électorales et tout le monde sait comment se fait le recensement électoral dans ce pays. Ceux qui ont choisi de ne pas voter parce qu'aucune des propositions ne les intéressait pas. Et donc, ils ont préféré rester chez eux parce qu'ils disent que de toutes les façons qu'on ait les résultats, ça ne sert à rien d'aller faire un acte citoyen si l'acte citoyen n'a pas d'incidence sur la décision qui va être faite. Des gens qui ont jeté leur carte pour une raison ou pour une autre, ou simplement des gens qui l'ont perdue. Et donc, malheureusement, des gens qui ne peuvent plus aujourd'hui aller s'inscrire parce qu'il n'y a pas d'établissement de carte électorale en dehors des périodes d'élection. Mais on part sur le principe que la carte électorale est la carte la plus accessible qu'on puisse avoir parce qu'on ne demande pas forcément de payer un timbre à 5 000 francs ou tout ça pour exiger pour s'inscrire à Novici. Malheureusement, ça cache beaucoup de vices, cette affaire-là. Mais on ne va pas en parler, ce n'est pas le sujet de ce live. Ce que je veux dire, c'est que le monde est en train de changer, sinon que ce monde est en train de mourir. Ce monde est en train de mourir véritablement parce que tout ce que nous prenions pour acquis a été mis en branle par cette maladie, ce virus qu'on n'est même pas capable de voir à l'œil nu. Et si le monde est en train de partir, c'est parce qu'à un moment donné, soit il a achevé sa course, soit il est temps d'en créer un autre. Mais à quand est-ce que le confinement, Novici c'est cette année, ça a été lancé il n'y a même pas 2 semaines. Le confinement nous oblige à rester chez nous, à nous parler à travers des outils comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui, par téléphone. On ne peut plus se voir, on ne peut plus s'approcher, on ne peut plus s'embrasser, on ne peut plus faire des accolades, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire. On reste à la maison, si on trouve à manger, c'est bien, si on ne trouve pas à manger, tant pis. On dit restez chez vous, restez à la maison. Il y en a qui n'ont pas de maison, qui sont des personnes qui dorment dans les rues ou des gens qui ont des problèmes avec leur
propriétaires et qui n'ont pas renouvelé leur loyer pour différentes raisons. Et tout ça est rendu tellement difficile pour qu'on puisse entrevoir l'inefficacité de ce monde qui a été construit pour le profit. On a couru après le profit pendant tellement longtemps qu'on se rend compte aujourd'hui que même des États importants comme la France ou même les États-Unis, n'ont pas de masque. N'ont pas de masque pour le personnel soignant. Il y a eu des images où en France, les médecins infirmiers demandaient des mesures pour améliorer leur travail. On les a battus, on a sorti la police pour aller les battre. Aujourd'hui, c'est eux qui sauvent les vies. Ici, par exemple, au Québec, il y a eu tellement de situations pour aménager, améliorer la situation de ce qu'on appelle les préposés aux bénéficiaires. C'est le personnel, les infirmiers qui s'occupent des maladies vraiment, vraiment très graves. Et c'est eux qui nettoient les malades critiques et tout ça. Et ces gens-là, aujourd'hui, on n'en avait presque plus. On pousse les gens à se former, mais les conditions ne sont pas intéressantes. Mais aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui s'occupent des personnes âgées qui meurent le plus souvent. Ce sont ces infirmiers-là qui sauvent les vies, qui risquent tous les jours leur vie pour sauver des vies. Ça veut dire que dans le monde qui a été construit, avec le capitalisme en avant, l'argent roi, on n'a pas privilégié les choses essentielles, comme la santé. On n'a pas privilégié les emplois les plus intéressants. C'est-à-dire que quelqu'un qui joue de la bourse, qui est sur de l'argent virtuel sur un ordinateur, il va gagner en une journée ce qu'une infirmière qui s'occupe du patient malade, qui sauve des vies parce l'infirmière doit être vigilante pour ceci, pour cela. Le boursier, pas le boursier, l'agent de bourse, le financier va gagner en une journée ce que cette personne-là gagne en une année. Le curseur n'est pas au bon endroit. Le curseur n'est pas au bon endroit. Et c'est pour dire que si ce monde-là est en train de mourir aujourd'hui et qu'il faut absolument réfléchir à construire un monde différent, lequel voulons-nous? Quel monde est-ce qu'on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on veut un monde où l'éducation est faite de la même façon? Les formations sont données de la même façon? Est-ce qu'on veut un monde où seulement 1% de la population se remplit les poches avec de l'argent dont ils n'en font absolument rien? Est-ce qu'on va continuer à célébrer des gens parce qu'ils font n'importe quoi avec de l'argent, ou on va commencer à réfléchir à ce qui est plus essentiel pour nous? Ce sont différentes questions qu'on peut se poser, mais effectivement, on dira que nous ne sommes pas décideurs. C'est toujours cette élite-là qui va se rassembler, qui va réfléchir. On va demander à des gens qui profitent déjà du système de s'asseoir pour nous dire quel monde est-ce qu'il faut avoir. Donc ça va être des financiers, ça va être des grands économistes, des grands hommes politiques. Le pire, c'est que ça va être vendu par des journalistes qui sont payés pour dire n'importe quoi parce qu'ils sont dans des médias qui appartiennent à des hommes d'affaires, à des financiers, à des économistes qui décident finalement de ce qu'il faut faire. Je pense que le monde là va mourir, mais il va renaître. Il va ressusciter peut-être plus fort qu'avant parce que il aura traversé cette crise. Je ne crois pas, et je suis peut-être pessimiste, je dirais, je ne crois pas que ceux à qui on confie la décision de construire le monde aujourd'hui ou le monde de demain, ces gens-là vont se permettre de changer la chose et de mettre la solidarité en avant. Je n'y crois absolument pas. J'en parle aujourd'hui parce qu'effectivement le monde est paralysé, on est tous à la maison et on se demande qu'est-ce qui va advenir demain. Moi, mon inquiétude, ce n'est pas d'attraper la maladie, personnellement. Mon inquiétude n'est pas de dire je vais mourir peut-être si jamais je sors ou je fais des bêtises, je ne me protège pas. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Je m'en fous absolument de la mort parce que je sais qu'elle est inévitable. Donc, qu'elle vienne tôt ou plus tard, je m'en contrefiche, mais royalement. Ce que je crains, c'est d'être vivant, de rester vivant et de ne pas être capable de vivre dans un monde où je serai plus à l'aise encore. C'est-à-dire un monde où je sais que le collectif compte. Je sais que la solidarité compte. Que les gens ne vont pas aller sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi et détruire la vie des gens.
que les journalistes ne vont pas vendre des mauvaises informations et orienter les choses différemment, que les gens ne vont pas continuer à s'abrutir, à être pris dans un esclavage mental qui ne les avance pas. Moi, je rêve d'un monde où on est tous heureux, y compris les hommes, que les animaux, que les arbres, que tout, qu'on est tous heureux à profiter de cette nature qui nous a tout donné. Mais c'est tellement utopiste et que ça n'a jamais tellement été le cas, en tout cas que dans de très rares moments de l'histoire du monde, que je n'y crois pas. Parce que ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'une élite se forme et qu'elle se met en haut à diriger, le pouvoir les corrompt. Le pouvoir les amène à se penser plus beaux, plus grands, plus intelligents que les autres et ils n'en font rien. Même les communistes ont débouché sur des dictateurs. Ils sont arrivés avec de très beaux discours en disant les richesses du pays pour tout le monde, on va tout partager, on va tout contrôler, etc., etc. Ils sont devenus des dictateurs, ils ont contrôlé les gens, ils ont commencé à refuser d'autres points de vue que les leurs et ils ont commencé à réprimer Tiananmen, par exemple, pour ceux qui ont encore le souvenir. Et c'est l'élite, c'est le pouvoir qui corrompt. Ça me fait penser à l'Afrique où le fameux arbre à palabres qui existait et qui était un modèle de démocratie comme on n'en a jamais vu dans le monde. Je vous le décris un peu. C'est un arbre central au milieu du village auquel généralement on confère des attributs parce que c'est l'arbre qui protège, qui est central c'est une place publique. Et donc cet arbre-là, on va se réunir sous cet arbre et les notables qui sont les chefs des groupes de famille, de chaque groupe de famille qui compose le village, sont notables du roi, donc c'est les représentants du peuple. Ils vont se rassembler avec le peuple et porter des sujets collectifs sur la table et les gens vont discuter. Le respect est dû au roi, d'accord? Et donc, on donne la parole à la population et les gens qui ne sont presque rien, qui sont des gens lambda, qui ne sont pas notables, qui ne sont pas instituteurs, qui ne sont rien dans le village, vont quand même lever la main pour parler, donner leur avis. Mais par respect, ils ne vont pas s'adresser directement au chef, ils vont s'adresser au porte-parole du chef en lui disant je te parle, j'aimerais que le chef m'écoute ou que tu transmettes mon information au chef. Et donc, c'est comme ça que collectivement, non seulement les décisions de pouvoir sont portées par des gens qui représentent des groupes de familles, donc avec les décisions internes prises dans les familles avant de porter donc à la cour du roi, mais ensuite lorsque c'est une décision collective, ben on ramène ça sous l'arbre à palabres et les gens et les citoyens du village avaient la possibilité de parler. C'est cette décision, cette forme de décision collective qu'il faut qu'on puisse mettre en place, où les gens peuvent dire leurs choses telles qu'ils les pensent. Je pense que c'était à ça que devaient servir les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on va passer tous les challenges, on va passer tous les trucs pas très instructifs, où les gens qui parlent des choses sérieuses sont bannis, ne sont pas écoutés. Et puis, ce sont les gens qui racontent n'importe quoi, qui s'amusent à se lancer des pinceaux ou à faire des chansons ou à faire des conneries, à faire du twerk, je sais pas quoi. Ce sont ces gens-là qu'on voit partout. Et c'est ça qui rassemble les millions de vues ou les millions de téléspectateurs. Il y a un truc qui se passe maintenant sur Instagram, il y a des artistes qui font des lives tous les jours. Et puis, c'est pour faire danser les gens, pour raconter des bêtises, pour s'amuser. Et vous allez voir sur des profils des personnes qui réfléchissent à construire une société plus égalitaire, plus équitable. Mais il n'y a personne. Personne ne les écoute, ils n'existent pas. Ce monde-là doit mourir définitivement pour qu'on puisse arriver à un monde où c'est contrôlé, mais dans le sens du bien et dans le sens du collectif.
il y a quelqu'un qui commente la vidéo qui dit la charte du Mandéen proclamée à Kurukan Fuga de Sundiata Keita est la base de la démocratie. Je vous fais une petite lecture. Après un préambule à l'adresse des 12 parties du monde et au nom du Mandé tout entier, à tout le peuple mandingue. Une vie est une vie. Une vie n'est pas plus ancienne ni plus respectable qu'une autre vie, de même qu'une autre vie n'est pas supérieure à une autre vie. Que nul ne s'en prenne gratuitement à son voisin, que nul ne cause du tort à son prochain, que nul ne martyrise son semblable. Le tort demande réparation, pratique de l'entraide, veille sur la patrie. La faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. La guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. C'est dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu au mandé, a fortiori mis à mort parce qu'il est fils d'esclave. Chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits des lois de sa patrie. Ça, c'est les 7 paroles qu'on attribue à la charte de Sundiata Keita. Et on voit bien après la lecture de ça, vous pouvez retrouver ça sur Wikipédia, je viens de faire la recherche. Vous remarquerez que donc si tout ça est pratiqué, effectivement, l'entraide, la patrie, l'interdiction de l'esclavage et tout ça, on peut construire des sociétés qui sont intéressantes. Mais je disais tantôt que le monde était en train de mourir, en tout cas le monde actuel était en train de mourir avec ce fameux virus Covid-19 et il va quand même se relever parce que ceux qui sont aux commandes aujourd'hui et qui vont être aux commandes de qu'est-ce qu'on fait demain, ben, ils vont quand même orienter les choses différemment à leur façon, comme ça les arrange. Et donc ce monde va ressusciter. Je choisis bien le terme ressusciter parce que justement demain on va fêter Pâques, donc qui est la résurrection de Jésus-Christ. Je voulais juste parler de ce sujet-là, pas pour créer de polémique parce que d'abord il était interdit, en tout cas dans mon fonctionnement, de parler politique, en tout cas d'avoir des avis politiques qui ne soient pas objectifs. Je ne veux pas dire tel est meilleur que de l'autre, etc. Ça ne me regarde pas. Je garde ça pour mon jardin privé. Il en est ainsi de la religion parce que la religion va pousser les gens à avoir des réactions. Mais comme le temps s'y prête et qu'on parle de résurrection de Jésus-Christ, j'aimerais qu'on envisage la question de la résurrection de manière différente. La première chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que Dieu n'a pas besoin de corps. Je répète, Dieu n'a pas besoin de corps. Si Jésus est Dieu, il n'a absolument pas besoin de corps. Il n'a pas besoin de corps pour aller là où il va ou pour retourner d'où il vient. Donc, l'idée de résurrection doit être prise au sens symbolique. C'est clair que l'establishment religieux a utilisé l'histoire formidable de résurrection du corps en chair et en os pour convaincre les gens que Jésus est donc définitivement le choix et que c'est à l'église qu'il faut trouver le salut. Mais quand on regarde très bien, qu'est-ce qu'il a à faire du corps Jésus? Quand il a fini sa mission et que tout est accompli, qu'est-ce qu'il a besoin de garder ce corps avec la chair et l'os? Qu'est-ce qu'il va faire avec? En l'occurrence au paradis, c'est une question. Il n'en a absolument pas besoin. Et donc, la résurrection est un principe symbolique qu'il faut regarder à l'aune du symbolisme. Il faut le regarder symboliquement, véritablement, plutôt que de continuer à croire ou à se laisser croire que on va finir par nous relever avec ce corps-là, cette chair-là qui est la nôtre. Absolument pas. Jésus lui-même nous indique qu'il faut mourir dans la chair. Il faut laisser la chair pour être capable de le suivre. Qu'est-ce que lui va garder la chair pour faire alors? Donc moi je voudrais finir cette vidéo sur cette question de résurrection en vous invitant à célébrer la Pâque aussi si vous êtes catholique ou chrétien ou peu importe ce que vous êtes. Célébrer la Pâque de toute façon c'est un gros week-end, même si depuis 3 semaines, on est tous confinés à la maison donc on n'a pas besoin de week-end. Mais profitez de la Pâque, mais n'oubliez pas une chose, c'est que
Dieu n'a pas besoin de corps et que Jésus non plus n'a pas besoin de corps et que la résurrection est à considérer sur le plan symbolique et non sur le plan charnel. Ce corps-là que vous avez qui rend malade, qui a des désirs, qui est périssable, qui est fait d'argile et donc qui va retourner à la terre d'une manière ou d'une autre, ce corps-là, vous non plus, vous n'avez pas besoin de ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous que vous devez considérer. Ce que vous représentez en tant que personne, que vous soyez de grande taille ou de petite taille, que vous soyez, je ne sais pas quoi, beau, vilain, moche, peu importe, c'est pas ça qui compte. On me disait aujourd'hui, quand j'ai posté la célèbre phrase de Edem Kodjo qui disait que le Togo est un cimetière de talent, quelqu'un m'a répondu que ses œuvres l'accompagnent. Et j'ai posé la question, quelles œuvres? Et les gens ont pris, comme si je voulais dire qu'il n'a rien fait de sa vie. Mais non, je voulais juste dire que les œuvres vont rester ici pour ceux qui en ont le souvenir. Parce qu'aujourd'hui, même les gens historiques dont on parle, dont on cite le nom, on ne peut pas dire exactement comment ils ont vécu. Il va y avoir plusieurs versions parce qu'il va y avoir plusieurs témoins qui vont en parler. Mais les grandes choses qui ont été accomplies vont rester pour le souvenir. Il ne partira pas avec. Donc Edem Kodjo, ses œuvres ne l'accompagneront pas parce que ses œuvres sont restées là. C'est pour dire que son corps et ses œuvres sont matériels et charnels, il reste ici. Ce qui va partir avec lui, c'est ce qu'il aura fait de son âme. C'est ce qu'il aura fait à l'intérieur de lui-même et qu'il aura construit. Et parce que quand cette vapeur-là, qui est énergie en nous, va s'élever pour aller aux cieux ou peu importe, ou aller même se réincarner dans un autre corps, il faudra qu'à ce moment-là, qu'il puisse avoir les acquis qu'il a pu rassembler pendant le temps qu'il a passé dans le corps précédent. Donc que ces œuvres l'accompagnent, tout ça, là, ça ne sert à rien. Et penser au corps parce qu'on va l'aduler, on va penser qu'on est bien dans ce corps-là, on veut bien le garder pour rester l'individu que nous avons été dans un corps d'un certain mètre ou d'une certaine taille, tout ça, ça ne sert à rien, ça ne vaut rien. Si Dieu n'a pas besoin de corps, sachez qu'en nous, nous avons cette énergie-là qui fait que lorsque nous allons laisser la chair qui est notre côté humain, nous repartirons seulement avec cette étincelle divine et on n'a pas besoin de ressusciter encore, de ressusciter en chair et en os pour ça. Donc ressusciter symboliquement, c'est grandir, c'est s'élever et je vous souhaite de passer une très heureuse fête de Pâques à tous. La musique maintenant pour finir. N'oubliez pas de boire. Baby na tomato, baby too fresh like money. Ada wele wele, yo oh oh oh. Everybody they wait.